ça implique qu'il n'y a pas de sélection dans l'école obligatoire. L'école obligatoire, donc de 3 à 16 ans, est une période qui n'est pas faite pour sélectionner. C'est une période qui est faite pour construire des citoyens et on ne va pas sélectionner des bons ou des mauvais citoyens. Il n'y a pas de raison de sélectionner. On n'est pas là pour distinguer les bons des mauvais, pour les trier. Les élèves, on est là pour former des citoyens jusqu'à 16 ans, pour leur faire acquérir le socle. Il y a une référence qui est la même pour tous. Ce principe, ça implique l'hétérogénéité. L'hétérogénéité, elle est consubstantielle à l'école obligatoire. Et c'est pas nouveau ce principe, c'est pas imposé par les politiques récentes, c'était le principe de base de l'école de Jules Ferry. Lorsque Jules Ferry rend l'école obligatoire par les lois de 1880-1882, il ne dit pas qu'il y aura un certain niveau pour rentrer à l'école. Non, tout élève doit être à l'école de 7 à 13 ans, à l'époque c'était la durée, et quel que soit son niveau, et voilà, il devra parcourir tout ce parcours sans qu'il y ait de sélection. Il n'y avait pas d'idée de sélection. Alors on me dira, oui, parfois certains élèves, après le CM2, partaient en 6e. Ça, c'était une infime minorité, et c'était pas de la sélection, c'était de la distinction. L'école de Jules Ferry, elle était hétérogène, les classes étaient extrêmement hétérogènes, et d'ailleurs elles étaient très nombreuses aussi, très souvent, au moins 40 élèves, et ça pouvait monter jusqu'à 100, 150 dans les années 1880-90. C'était pas facile d'être instituteur à l'époque, mais cette hétérogénéité, elle était admise par principe, et c'est la conséquence naturelle du postulat d'éducabilité. D'ailleurs, il faut bien se dire que aujourd'hui, on ne peut plus faire pression sur les élèves en les menaçant de les refuser au niveau supérieur. Parce qu'aujourd'hui, on ne redouble plus. Depuis le décret de 2014, le redoublement, on appelle ça le maintien maintenant, est devenu quelque chose de tout à fait exceptionnel, qui est fait en général pour raison médicale, pour raison d'absence répétée, et en général à la demande de la famille. Donc on ne fait plus peur aux élèves avec le redoublement. Donc cette question de niveau, avoir le niveau ou ne pas avoir le niveau, c'est une question qui ne se pose pas. On passe dans la classe supérieure. Et c'est à la classe supérieure d'assumer l'hétérogénéité des élèves. Alors voilà, je dis ça franchement et de façon un peu abrupte, mais je pense qu'il faut prendre la mesure du défi que ça représente pour l'école démocratique, mais aussi de la grandeur que ça donne à l'école de la République que nous devons tous servir. Le recours pour faire face à tout ça, l'un des recours, la pédagogie de l'émerveillement, c'est l'idée que chacun est capable de questionnement, chacun est capable d'être étonné, chacun est capable d'être interpellé, chacun est capable d'être surpris par ce qu'il voit, ce qu'on lui enseigne, ce qu'on lui fait découvrir. Et cette pédagogie de l'émerveillement, elle est accessible à tous. Et c'est un moyen de gérer l'hétérogénéité. Et c'était le principe notamment des leçons de choses qui étaient promues dans les écoles jusqu'aux années 50, dans les écoles primaires dans les années 50, où on devait faire découvrir aux élèves quelque chose en rapport avec leur quotidien et leur montrer qu'en fait, il peut y avoir plein d'autres choses derrière un objet du quotidien. Encore une fois, ça rejoint la dialectique du simple et du complexe, ça encore, et de la zone proximale de développement. Enfin, vous voyez qu'on avait déjà pensé à ça dans l'école de la République, ce ne sont pas des nouveautés. La pédagogie du chef-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on donne un but à l'élève qui est de réaliser quelque chose, de faire de son mieux et de se dépasser parce qu'il va produire quelque chose. Alors, c'est une pédagogie extrêmement ancienne. C'est le modèle, ce sont les compagnons du Tour de France. Vous savez, traditionnellement, les compagnons, alors depuis le Moyen-Âge, qui font leur Tour de France, et qui apprennent sur le chemin l'artisanat, et qui, après plusieurs années avoir fait leur Tour de France, réalisent un chef-d'œuvre, et ils seront admis comme maîtres si leur chef-d'œuvre est reconnu par leur père. Eh bien, cette idée de la pédagogie du chef-d'œuvre, on la retrouve à travers
des travaux comme les TPE par exemple, les travaux personnels encadrés au lycée, à travers les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires au collège, c'est assez peu développé, ça fait assez peu partie de la tradition de l'école française, et pourtant c'est aussi un moyen pour amener les élèves à se dépasser, et puis à faire de leur mieux, et puis aussi à laisser un peu de côté la question de est-ce qu'il a le niveau, est-ce qu'il n'a pas le niveau. L'élève il va faire quelque chose qui sera de toute façon mieux que ce qu'il était capable de faire avant. Il va chercher à progresser et à se dépasser. Donc voilà, cette dialectique de la barrière, du niveau, de la sélection, je crois qu'il faut avoir ça en tête quand on aborde des questions d'enseignement. Enfin, ça sera le dernier point. Est-ce qu'on construit les connaissances ou est-ce qu'on les transmet? Construction et transmission. Là aussi, il y a beaucoup de débats. Moi, je voudrais commencer en soulignant le fait que la transmission est une illusion. En fait, la transmission, ça suppose que le savoir passe d'un cerveau à l'autre, sans être affecté, sans être modifié. Voilà, comme un bien dont on hérite. Vous héritez d'une maison de famille, et bien cette maison c'est toujours la même d'ailleurs, elle a simplement changé de main, elle n'est pas affectée par la transmission. En fait, ce n'est pas du tout réaliste. Cette logique, la transmission se fait par la construction. Encore une fois, il n'y a pas opposition entre les deux, il y a plutôt complémentarité et conjonction. Là, construction, ce n'est pas un choix de dire on fait du constructivisme. Il arrive que dans des livres que je ne citerai pas, des gens assez peu informés dénoncent les pédagogies constructivistes. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une pédagogie constructiviste, parce que le constructivisme, ce n'est pas un choix. Le constructivisme, c'est un constat, c'est une réalité, c'est un parti pris théorique. Mais comme toute théorie, la théorie de la relativité, c'est quelque chose qui est démontré. Après, on peut effectivement le remettre en cause et le discuter, mais pour le moment, les connaissances en cognition impliquent cette logique de construction. Qu'est-ce que ça veut dire, le constructivisme? Ça veut dire tout simplement que l'acquisition d'un savoir suppose une activité intellectuelle volontaire. Je répète cette idée forte, l'acquisition du savoir suppose une activité intellectuelle volontaire. Une activité intellectuelle volontaire est souvent coûteuse pour celui qui apprend. En fait, quand on apprend, pourquoi est-ce que c'est coûteux cette activité intellectuelle? Quand on apprend, eh bien, on se confronte avec ce qu'on ne sait pas. On confronte ce qu'on sait déjà et ce qu'on ne sait pas. Ça implique des remises en question. Ça implique la recherche de compatibilité, la recherche de contradictions, et ça suppose des ajustements, des adaptations. En fait, moi j'aime bien comparer l'apprentissage à ce jeu-là, qui a perdu un peu sa popularité, mais qui était très populaire au début des ordinateurs. Vous savez, ce jeu Tetris, vous avez des formes qui tombent, et il faut très vite les orienter pour qu'elles tombent dans les bons trous, et pour remplir le mur et construire quelque chose de cohérent. Eh bien, apprendre, c'est un jeu de Tetris. Vous avez des connaissances qui arrivent à grande vitesse et il faut réussir à les rendre compatibles avec ce qui est déjà là. Et ce qui est déjà là, le mur qui est en dessous, ce n'est jamais le même selon les individus. Et par conséquent, apprendre, c'est pas seulement regarder la connaissance et l'absorber. Apprendre, c'est aussi regarder le mur tel qu'il est déjà, c'est-à-dire se demander ah, cette connaissance me dit ça, est-ce que je le sais déjà? Oui, je le sais déjà, mais en fait pas tout à fait, donc il va falloir que je le rende compatible avec cette connaissance. Donc il faut qu'on confronte, on ajuste, on adapte à la fois la connaissance et ce qu'on sait déjà. Et c'est comme ça que le mur se construit progressivement. Voilà, c'est ça le constructivisme. C'est l'idée que chacun construit son propre savoir. Et d'ailleurs, le savoir que un tel construira ne sera pas le même que le savoir que Trucmuche construira, parce que le mur que chacun avait au départ n'était pas le même. Et les savoirs que l'on a tous sont tous différents selon les sujets, selon les individus. Pour chaque connaissance, chacun doit trouver une place dans son cerveau, et qui n'est pas la même dans mon cerveau, ce ne sera pas la même place que dans le vôtre. Et ça, c'est valable quelle que soit la méthode pédagogique. Il n'y a pas de méthode constructiviste. Le cours magistral est extrêmement constructiviste.
il y a plein de connaissances qui arrivent à grande vitesse, sans tenir compte d'ailleurs de ce que les gens savent déjà. Alors c'est eux de faire très attention, c'est à l'auditeur, au récepteur, de faire très attention à ce qu'il entend, ce qu'il apprend, à ce que ça soit compatible avec ce qu'il sait déjà. Et cette logique de construction, elle est encore plus féconde quand il y a des interactions humaines. Lorsqu'il y a une interaction avec un enseignant, lorsqu'il y a une interaction avec des pairs, lorsqu'il y a une interaction indirecte à travers des supports comme des documents, des livres, un site web ou autre. C'est-à-dire, cette interaction, elle favorise justement la confrontation entre le déjà là et la nouveauté, et elle favorise la remise en question, parce que l'apprentissage, c'est fondamentalement une remise en question de ce qu'on sait déjà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en pédagogie, ce choix, enfin non, c'est pas un choix justement, de reconnaître, la reconnaissance du constructivisme? Eh bien, ça suppose de faire travailler les élèves. Faire travailler les élèves, travailler, ça veut dire justement confronter ce qu'on sait déjà et ce qu'on ne sait pas. Et développer cette activité intellectuelle volontaire. Et sur quoi cette activité intellectuelle volontaire est-elle la plus nécessaire? Eh bien justement, sur les questions les plus difficiles. Faire travailler les élèves, ça se fait sur les questions les plus difficiles. La tendance, elle est plutôt souvent, enfin, pas la tendance, la tentation, elle est plutôt de se dire, bon, ben, en tant qu'enseignant, je vais expliquer moi-même aux élèves les choses les plus difficiles, et puis les choses les plus faciles, là, ils vont travailler dessus. Bon, on peut comprendre évidemment cette adaptation, mais il faut faire très attention parce que plus le sujet est difficile, plus l'activité intellectuelle volontaire de l'élève est nécessaire. Par conséquent, c'est sur les questions difficiles qu'il faut faire travailler les élèves, de préférence. Donc, ce travail des élèves, il est fondamental, et les élèves en classe, ils doivent travailler. Alors, écouter un cours magistral, c'est une forme de travail. Mais il est à craindre qu'avec des élèves de collège, voire même de lycée, ce travail ne soit pas toujours véritablement actif, parce que ça suppose un engagement volontaire très fort de l'auditeur, et les élèves de collège ou de lycée ne sont pas forcément très volontaires pour ce genre de choses. Donc le cours magistral est une méthode pédagogique extrêmement féconde, qui peut être utilisée au collège ou au lycée, mais en faisant bien attention qu'on s'assure que les élèves travaillent effectivement en écoutant. Cette logique de construction implique aussi de ne pas nier les représentations des élèves. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le problème des convictions. Il ne faut pas nier les convictions, les représentations des élèves. Parce qu'au fond, cette confrontation entre le déjà là et la nouveauté, eh bien, ça se fait sur ce que les élèves savent déjà, ce qu'ils se représentent déjà. Et par exemple, l'image du soldat français sous l'uniforme allemand en 1941, que je vous présentais dans la deuxième partie, c'est une image qui est faite pour faire émerger les représentations des élèves, pour les faire réagir, parce qu'ils avaient des représentations comme quoi la France était opposée à l'Allemagne. Donc on les provoque d'une certaine façon. On provoque l'émergence des représentations. Et c'est cela qui est fécond. Alors, il y a plein de façons de faire émerger les représentations. En général, il ne suffit pas de leur demander « qu'est-ce que vous savez de ça ?» En général, on essaie de provoquer l'émergence avec un document qui interpelle. Mais c'est justement parce qu'on aura convoqué les représentations des élèves qu'on aura une chance que ces représentations soient mises à l'épreuve des nouvelles connaissances qui arrivent, que ces représentations soient remises en question par ces nouvelles connaissances. Et c'est comme ça que la construction des savoirs s'opère véritablement, parce que on a permis aux élèves de prendre conscience des insuffisances des représentations qu'ils avaient déjà. Et pour qu'ils prennent conscience des insuffisances de ces représentations, il est bon qu'ils les aient exprimées, ces représentations. Donc l'expression des représentations et même des convictions des élèves, en soi, ce n'est pas un mal, à condition que ça serve à les remettre en question. Donc il ne s'agit surtout pas de les consacrer. Donc tout cela suppose une certaine prudence, un certain tact, et il faut prendre conscience de la complexité de ces réalités. Voilà beaucoup de choses complexes.
Je vous propose d'y réfléchir et on se retrouvera ultérieurement. Suivez un peu le calendrier et les nouvelles pour une autre séance, là consacrée plus directement à l'épreuve écrite.